they forced some of those plays. I'll give them a lot of credit. Like I said before this started, they beat a hell of a team. They are a hell of a team. Don't take them for granted. Now, if we don't realize it now, we're never going to realize it. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Le Canadien mène 2-1 sa série contre les Sabres, mais c'est loin d'être terminé. Mais, il y a un mais. Peu importe à quoi ressembleront les prochains matchs, le Canadien vient de donner la fessée 2 fois plutôt qu'une à la 4e meilleure équipe de la LNH. Le tricolore est en avance au 2e tour éliminatoire et il n'y est pas comme équipe Cendrillon. Montréal semble être le point de mire de la LNH présentement, le lit chaud, comme disent les Anglos, le centre de la Ligue. Je veux dire, avez-vous vu toutes les publications aux 4 coins de l'Amérique du Nord sur ce qui s'est passé au Centre Bell dans le match 3? Même Pat McAfee a dit dans son show de... Quel jour on est, là? Au risque de me répéter, je perds le fil des jours de la semaine. Lundi! Qui aimerait venir à un match de série au Centre Bell. Ça n'a aucun sens. Tout le monde en parle du Centre Bell. Tage Thompson, lui, il était même pas prêt à ça. Et c'est lui qui le dit, pas moi. Obviously, the building is, pretty rocking, so it's a little deflating. I think we got a little too emotional tonight, too. Et le plus fou là-dedans, c'est que personne ne parle d'une équipe Cendrillon. Personne ne parle d'une équipe qui joue au-dessus de sa tête. Le rêve va finir par arrêter. Non! Tout le monde semble voir la même chose. Une formation qui a été construite de la bonne façon et qui arrive plus tôt qu'anticipé là où on pensait qu'elle pouvait être. Pourquoi arrive-t-elle d'avance? Il y a plusieurs raisons. En saison régulière, c'est que ses meilleurs joueurs étaient finalement des éléments qui peuvent mener une équipe. Les Suzuki, Caulfield, Hudson et Slavkovski ont tous prouvé qu'ils ont ce qu'il faut pour être ceux qui mènent une équipe, non seulement en série, mais au haut du classement. Mais une fois rendu là, on le dit souvent, les séries, c'est un animal différent. Les Hurricanes qui attendent leur adversaire, les 2 pieds sur le pouf ou dans le sable, en savent quelque chose. C'est la 3e fois en 4 ans qu'ils atteignent le carré d'as. Et une fois rendus là, ils ont une fiche d'1 victoire et 8 défaites. Ouch! On dit souvent qu'il y a des joueurs qui t'amènent en série et il y a des joueurs qui t'amènent loin en série. Même si j'avais le Canadien en finale de la Coupe au début du parcours éliminatoire, je vous mentirais pas... Dans le concret, dans le contenu, sur la glace, ça ne se passe pas du tout de la façon que j'attendais. J'irais même jusqu'à dire que le plus gros point d'interrogation du Canadien à l'aube des éliminatoires est ce qui est en train d'être la principale clé de ses succès. Rien de moins. Cette émission vous est présentée par Budweiser et le but, c'est de sortir Buffalo en 5 et... Allez jusqu'au bout. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi, aventurier du web. T'as enfin attrapé la fièvre des séries. Tu veux toi aussi avoir quelque chose d'intelligent à dire à la machine à café entre 2 dossiers. Tu veux par-dessus tout encourager le bon contenu d'ici en français. T'es à la bonne place. On veut atteindre les 35 000 abonnés cette année et les 30 000 avant la fin des séries. Pour ça, j'ai besoin de toi. Abonne-toi. C'est gratuit et tu t'assures d'être aux premières loges pour tout ce qui est bleu, blanc, rouge. Et Dobby te dit merci. OK, continue. Donc, quelle était la plus grande faiblesse, ou du moins, le plus grand point d'interrogation du Canadien à l'aube des séries? Donc, c'était pas entre les poteaux. Jacob Debèche avait connu une belle fin de saison et je dormais sur mes 2 oreilles avec lui entre les poteaux. Et si par malheur, minuit finissait par sonner pour lui, Jacob Fowler est un as dans ta manche en qui tu peux... Honnêtement, oui, je dirais avoir confiance. Bref, entre les poteaux, c'est pas quelque chose qui m'inquiétait. C'était pas non plus la brigade défensive et le jeu en désavantage numérique tout juste devant les hommes masqués. Ça aussi, ça avait été réglé en fin de saison. Encore une fois, j'étais assez confiant par rapport à ça. Non, le plus gros point d'interrogation pour moi était le suivant. Qu'advient-il si tes gros canons offensifs, a.k.a. le premier avantage numérique plus Noah Dobson, parce que ce sont ces gars-là tes meilleurs pointeurs en saison, non ne serait-ce que 2-3 matchs où ils sont pas capables de produire au maximum de leur capacité, ce qui n'est pas particulièrement grave en saison, mais en série, 2-3 matchs, c'est énorme. Ben pour moi, ça aurait été un désastre. Et pourtant, le désastre est arrivé. Caulfield et Slavkovski ont encore et toujours 0 points à force égale dans les séries. Même chose pour Ivan Demidov qui n'a que 3 petits points.
Noah Dobson a raté presque l'entièreté de la série contre le Lightning. Il y a 1 point en 4 matchs. Seuls Nick Suzuki et Lane Hudson tirent leur bout du bargain. Comment le Canadien, non seulement survit-il, mais a-t-il en plus donné 2 corrections au sabre, battu le Lightning de Tampa Bay? L'apport offensif des joueurs de soutien, ce qu'on appelle dans le jargon le secondary scoring. On l'a dit toute l'année. Le CH n'est pas un vrai deuxième trio. Et ceux en qui on fondait espoir pour aider dans ce département ont soit un brin déçu, comme Zachary Bolduc, soit été blessé une partie de la saison, comme Alex Newhook, soit un mélange des deux, comme Kirby Dach. T'as d'autres joueurs là, qui ont montré des belles choses cette saison. T'as Oliver Kapanen qui a marqué 20 buts, Alexandre Texier, entre autres. Est-ce que ça allait être suffisant? Surtout qu'Oliver Kapanen baissait au fil de la saison, au point où il n'est même plus dans l'alignement maintenant en séries éliminatoires. Jusqu'ici, la réponse, est-ce que ces gars-là t'apportent comme attaque, tous ces gars-là que je viens de mentionner, est-ce que ça va être suffisant? La réponse, c'est oui. Les feux de la rampe sont sur Caulfield, Slav et Demidov, particulièrement Caulfield, sur leurs insuccès, sur leur incapacité à produire à un rythme suffisant. J'insiste sur suffisant et non pas sur le même rythme, parce que même parmi les meilleurs joueurs de la Ligue ne vont pas nécessairement produire au même rythme. Mais en fait, regardez Nick Suzuki, il ne produit pas au même rythme, mais c'est un rythme suffisant. Donc, je comprends que les feux de la rampe soient sur eux et leur absence de production. Mais, ceci étant dit, à moins d'un miracle, si tu veux que le printemps se poursuive, ces 3 joueurs doivent trouver le moyen de noircir la feuille de pointage plus souvent, j'en conviens. Mais pendant qu'on regarde comment leurs statistiques individuelles à ces gars-là déçoivent, on oublie peut-être justement, je veux dire la colonne d'à côté, là, mais ces gars-là, ceux qui surperforment, Alex Newhook, Zach Bolduc, Alexandre Texier, Kirby Dach, ce sont eux qui répondent le plus présents en ce moment. D'ailleurs, petit aparté, Newhook, Bolduc, Dach, Texier, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gars-là que je viens de mentionner? Des acquisitions via transaction de Kent Hughes. Non, pas à la date limite des transactions, mais des transactions quand même, il faut le mentionner. Et j'ajouterais des transactions qui ont toutes, ou presque, à un certain moment, amené leur lot de frustration. Beaucoup Dach, Newhook par bout, Bolduc un brin, OK, Texier, pas vraiment. Pendant que Nick Suzuki et sa bande ont de la misère à percer les meilleurs éléments adverses, gagner leur confrontation match après match, ou du moins qui se démènent contre eux, parce que je viens de le dire, gagner les confrontations, parce que si on est honnête, les meilleurs éléments adverses jusqu'ici dans les 2 séries dans lesquelles le Canadien a joué, bonne partie, voire en majorité, ils ont pas mal été invisibles. Brendan Hagel étant l'exception qui confirme la règle, peut-être un petit peu Jake Gensel. Je veux dire, c'est moi ou Tage Thompson, il a fait un chiffre à date dans la série. Le premier du match 3. Bon, OK, c'est pas vrai. Il a aussi fait un triple axel dans le match numéro 2. Rip, mon gars. Blague à part, pendant ce temps, le bottom 6 du Canadien a dominé celui du Lightning et il est maintenant en train de faire la même chose au sabre de Buffalo. Et ils ne font pas que marquer. Bolduc, Josh Anderson, ces gars-là sont dans la tête des joueurs adverses, ça se voit, ils dérangent. Quelque chose qui revient beaucoup, particulièrement depuis que l'absence d'attaque en provenance du haut de l'alignement continue dans cette série, c'est la chose suivante. C'est bien beau, mais ça ne va pas, ça ne peut pas durer. Si vous êtes de ceux qui pensaient ça, vous n'avez pas 100% tort, mais vous n'avez pas 100% raison non plus. Les équipes qui se rendent jusqu'au bout, habituellement, oui, la profondeur, les héros inattendus qui font le travail du début à la fin, c'est quelque chose, règle générale, qui ressort. Ou au pire, ils font une course à relais puis ils se passent le témoin. En ce moment, je dirais que le bottom 6 du Canadien fait ça. Depuis le match, disons, numéro 3 contre le Lightning, celui où on a initialement créé le trio Texier, Dach, Bolduc. Je sais que le bottom 6, depuis ce temps-là, il a bougé en fonction de qui est dans l'alignement, mais depuis qu'on avait initialement créé ce trio-là et qui a fait... je veux dire qu'il a gagné le match à lui seul. Pas gagné le match à lui seul, là, mais comprenez ce que je veux dire dans le match 3 Canadien-Lightning. Y a-tu un seul match où le 3e et le 4e trio n'a pas fait le travail, où on n'est pas ressorti de la rencontre en se disant « Hey, ils ont été bons ce soir? » Je pense pas, honnêtement. Et ça, c'est quand c'est pas les deux qui font le travail, comme ça a été le cas dans le match numéro 3 contre les Sabres. Dano, Anderson, Texier ont été sensationnels, même s'ils n'ont pas marqué en tant qu'unité. Texier et Bolduc, on les passe sur le but de Dach. Pas Bolduc, excusez, Texier et Dano, on les passe sur le but de Dach. C'est pas le trio en tant que tel qui ont marqué. Bref,
Ça, l'aspect des joueurs du bottom six qui marquent, qui apportent la fameuse contribution secondaire, ça peut tenir. Non seulement ça, il faut que ça tienne. Parce que même si le Canadien, ses meilleurs joueurs se réveillent un peu offensivement contre les Hurricanes de la Caroline, et après ça, on verra qui sort de l'Ouest. Si tu avais à te rendre là, admettons que c'est l'Avalanche du Colorado. Quand même bien que Nick Suzuki, Cole Caulfield, Juraj Slavkovski puis Ivan Demidov sont tous bien éveillés. Let's go, une coupe d'energy drink. Ça va te prendre plus que ça pour battre l'Avalanche du Colorado. Ce qui peut ne pas tenir, c'est qu'effectivement, il faut que 13, 20, 93, il faut qu'ils produisent plus. À 5 contre 5 ou en avantage numérique, je m'en fous. Pas de point de style. Je veux dire, si Cole Caulfield en ce moment, rendu à 10 matchs, avec 15 buts, tous en avantage numérique, je pense pas qu'il y a personne qui dirait il veut des buts en avantage numérique. Mais non, 15 buts, c'est 15 buts. Le but, c'est de marquer des buts. Peu importe comment. Pas de point de style. Bref, il faut, eux, qu'ils recommencent à produire un peu plus, à produire à un rythme acceptable. Comme je disais, pas nécessairement je ne m'attends pas à ce que Caulfield, jamais en série sur un long parcours, ait un rythme qui équivaut à 50 par 82. Mais au moins, quoi? L'équivalent d'un 35, mettons, et surtout des buts importants. Donc, je doute que le rythme actuel est effectivement soutenable. Le rythme actuel étant pas assez de production du top 6, beaucoup du bottom 6. À moins que ceci continue de l'être. Jake Gensel, 8 points en 7 matchs. Brandon Hagel, 8 points en 7 matchs. On en a convenu, c'est les deux gars peut-être du top 6 des deux séries jusqu'ici qui ont fait le travail face aux Canadiens. Nikita Kucherov, 6 en 7. Dans le cas de Nikita Kucherov, contrairement à Suzuki, j'argumenterais que pour Kucherov, ça, 6 en 7, c'est inacceptable. C'est Nikita Kucherov. Et contrairement à Suzuki, il n'y a pas d'autre vraiment apport dans son jeu qui justifie qu'il soit juste 6 en 7. Cirelli, 2 en 7. Braden Point, 1 en 7. Et si on regarde maintenant les meilleurs éléments des Sabres de Buffalo, OK, t'as Josh Doan qui a une série intéressante, 4 en 3. Zach Benson fait du Zach Benson très bien. Tage Thompson. Ryan McLeod. Alex Stock! Il est où, Alex Stock? Probablement ma plus grande déception, d'ailleurs, du côté des Sabres de Buffalo jusqu'ici dans cette série. Alex Stock, invisible. Complètement invisible. Ça n'a aucun sens. Et contrairement aux autres, il n'y a pas d'excuse que ce sont ses premières séries éliminatoires. Oui, bien sûr, dans un monde idéal, la production de tes meilleurs éléments offensifs, elle va augmenter. Mais si elle n'est pour pas le faire, si c'était pour rester tel que c'est présentement, c'est peut-être soutenable si tu continues à réserver le meilleur traitement aux meilleurs éléments adverses. Autrement dit, toute l'année, et en temps normal, soyons honnêtes, dans toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, tu demandes au premier trio, au deuxième trio de gagner ses confrontations, d'être d'un plus. Mettons, d'être 1-0 à tous les matchs. J'exagère, mais mettons qu'on avait à faire un exemple. Et tu demandes au reste de l'équipe, au bottom six, de finir even et de ne pas perdre sa confrontation. Si ton premier trio, il gagne sa confrontation. Si ton deuxième trio, il gagne sa confrontation. Le bottom six ne perd pas les siennes, tu es en Cadillac. En ce moment, c'est le monde à l'envers chez le Canadien. Mais cette version du monde à l'envers peut fonctionner si les Bolduc, Newhook et compagnie continuent de faire flèche de tout bois, mais surtout si les meilleurs éléments du Canadien, non, ils ne produisent peut-être pas assez, mais ils continuent de faire un travail suffisant. Et dans ce département, soyons honnêtes, c'est particulièrement Nick Suzuki, continue de faire en sorte que les meilleurs éléments adverses non plus ne contribuent pas. Je dis Nick Suzuki, mais je veux dire, regardez, ça prend un village pour élever un enfant, ça prend une équipe au complet pour garder une puck à l'extérieur du filet. J'ai inventé un proverbe, moi. D'où Jésus? La brigade défensive fait du bon travail, les alliés font du bon travail, il y a des éléments de soutien qui font du travail, mais je pense que Nick Suzuki mérite quand même beaucoup de crédit dans ce dossier-là. Donc, dans cette optique, peut-être que c'est soutenable. Mais jusqu'ici, oui, le plus grand point d'interrogation du Canadien à l'aube des séries, c'est-à-dire l'apport offensif secondaire et ce qui fait en sorte que l'équipe est en avance après 3 matchs face à la 4e meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey cette saison. Est-ce que ça peut tenir? J'ai de l'impression que ça va tenir au moins encore pour la série contre les Sabres de Buffalo parce que faut pas vendre la peau du buffle avant que celui-ci ne soit d'accord avec le prix. Mais le buffle, il a l'air perdu de ses cornes un peu, puis il n'a pas l'air très, très pesant présentement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment trouves-tu le bottom six du Canadien de Montréal jusqu'ici en série? Es-tu d'accord avec moi que c'était le plus gros point d'interrogation à l'aube de celle-ci et qu'en ce moment, c'est carrément ce qui mène l'équipe? Bon, oui, Jacob de Bèche, là, mais je veux dire, mettons qu'on exclut le gars aux grosses pads. Comme toujours,
Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je crois que oui, malgré le fait que les Maple Leafs de Toronto repêcheront au premier rang, on n'est pas sorti du bois dans le Six. C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!